Bonsoir et merci à tous. C'est vraiment un honneur pour moi de recevoir ce prix ici, en présence de personnes que j'aime, de personnes que j'admire, et parfois les deux à la fois. Certains peuvent toutefois se demander ce que je fais là et ce qui me vaut tant d'honneur. Je leur répondrai qu'ils ont raison de se poser cette question. Je suis humoriste, je ne suis pas spécialiste des organisations internationales, je ne suis pas spécialiste du conflit israélo-palestinien et je n'ai même jamais mis les pieds à Gaza, ni même en Israël, ce qui pour certains ferait de moi une spécialiste. Je me suis même à peu près toujours abstenue d'avoir un avis sur ce conflit et, au risque de vous décevoir, je n'ai pas le quart du début d'une idée pour le résoudre. La raison principale de ma présence ici tient dans le fait d'avoir exprimé publiquement, vous venez de l'entendre, 6 mois après le 7 octobre, qu'on ne pouvait pas avoir de compassion pour les civils gazaouis morts sous les bombardements de l'armée israélienne, sans avoir aussi de la compassion pour les victimes israéliennes du pogrom du 7 octobre, perpétré par le Hamas et quelques bénévoles. Un propos aussi banal qu'un plaidoyer de Miss France contre la faim dans le monde, mais qui m'a valu d'être massivement menacée et massivement qualifiée, bouchez les oreilles chastes, de suceuse de sionistes. Oui, je sais, c'est très grossier, mais c'est mon quotidien. Enfin, je parle des insultes. Pourtant, le volume des insultes et des menaces m'a surpris. Moi qui m'imaginais naïvement qu'il était possible, voire souhaitable, d'avoir de la compassion pour des individus chez qui des islamistes se sont introduits pour les violer, les brûler, les kidnapper, tout en filmant et en diffusant leurs exactions. Naïvement, je n'avais pas intégré que ceux que je considère comme des victimes avaient été désignés par d'autres comme oppresseurs, et ce, peu importe ce qu'ils pouvaient subir. Et qu'ils soient victimes d'un pogrom, d'attentats, d'enlèvements, ou la cible de bombardements, de missiles iraniens, de Houthis ou du Hezbollah, ne change rien, absolument rien, pour ceux qui considéreront toujours les Israéliens comme des oppresseurs et qui leur refuseront toujours le statut de victime. Mon refus de choisir un camp n'était donc pas perçu comme une forme de neutralité, voire de banalité, mais comme le refus de choisir le camp des opprimés, ou comme mon incapacité à choisir le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire. Cette certitude d'être du bon côté d'une histoire aussi complexe m'étonne d'autant plus quand elle est partagée par des collègues au sein de la radio dans laquelle je travaille, des professeurs, des étudiants, des journalistes, des artistes, bref, des personnes raisonnables, des progressistes, dont on aurait pu penser qu'ils seraient à l'abri de ce manichéisme. Il y a d'ailleurs une forme de modernité dans cette dérive, quelque chose de hype ou de branché. D'ailleurs, vous noterez que ceux qui appellent antisionisme, ce qui n'est autre que de l'antisémitisme, sont souvent les mêmes qui ont tendance à appeler gel douche solide ce qui n'est que du savon, et barre à eau ce qu'on avait pris l'habitude d'appeler robinet. Cette idéologie, qui consiste à ne voir le monde qu'à travers le prisme des opprimés d'un côté et des oppresseurs de l'autre, des dominés et des dominants, des victimes et des bourreaux, est au cœur de la folie dans laquelle nous avons basculé depuis le 7 octobre. C'est par ce mécanisme délirant que 80 ans après la Shoah, certains peuvent appeler à l'éradication d'Israël from the river to the sea depuis les campus des universités aux États-Unis ou ici en Europe, et ce, en toute impunité. Sincèrement, depuis le 7 octobre, le sentiment d'avoir basculé dans la folie est permanent. Ça a commencé avec la difficulté de certains à se solidariser des otages israéliens ou simplement à désigner le Hamas pour ce qu'il est, une organisation terroriste. On a maintenant des queers qui dansent pour le Hamas, l'extrême gauche antisémite qui fait alliance avec l'extrême droite antisémite. On a des activistes de la branche identitaire la plus dure qui font alliance avec des islamistes. Alors on dira ce qu'on voudra,
mais la capacité des Juifs à créer du lien est vraiment, mais vraiment remarquable. Si, quand même, ils sont forts. Mais rien que la semaine qu'on vient de passer est complètement délirante. On a passé une semaine à suivre les tribulations d'une croisière organisée et financée par un proche du Hamas pour quelques influenceuses. Tout ça est totalement délirant. La complaisance avec laquelle une large partie de la presse progressiste a accueilli cette opération est délirante. Sincèrement, comment ose-t-on appeler opération humanitaire une croisière dans laquelle Greta Thunberg et Rima Hassan, en Lady Chris Prolls et Lady Gaza, font des selfies sur le pont, et tout ça sous prétexte qu'elles transportent un sachet de farine, 2 boîtes de pansements et 3 serviettes hygiéniques. Et comment ont-elles osé parler de kidnapping pour évoquer leur arrestation programmée? Comment peuvent-elles réclamer leur libération en se désignant comme otages? Comment d'autres ont pu s'émouvoir devant les ronds dans l'eau d'une bachariste, d'un admirateur de Nasrallah criant volontiers mort à Israël, d'un journaliste d'Al Jazeera, d'un activiste applaudissant l'envoi de missiles iraniens sur Israël et d'une militante pour l'environnement en mal d'exposition? Et tout ça sans même se demander ce qui rassemble ces happy few du militantisme décolonial dans ce naufrage moral applaudi par la dictature islamique d'Iran. Personnellement, je pense qu'il n'y a qu'une chose qui les rassemble vraiment. C'est l'antisionisme, ou, comme le dit la sociologue Eva Illouz, l'antisémitisme vertueux, la haine des Juifs et la volonté d'éradiquer Israël de la carte. Il n'y a que la mise en scène de leur combat imaginaire contre l'ennemi sioniste qui compte à leurs yeux. Ils se moquent totalement des Gazaouis, coincés entre la volonté de leurs dirigeants de les sacrifier et un gouvernement israélien contraint par le messianisme de ses alliés. Sinon, ils exigeraient au moins la libération des otages et manifesteraient avec les Gazaouis qui réclament au risque de leur vie la fin du Hamas. Mais surtout, ils ne feraient pas semblant de leur apporter leur reste de quinoa pour le plaisir de mettre en scène leur propre arrestation. Il n'y a que leur haine d'Israël qui les motive. Et ils ne sont pas tout seuls. Tout le monde se contrefout des 400 000 morts au Yémen, des 22 millions de Soudanais confrontés à la famine ou du million de Ouïghours parqués dans des camps chinois. Et pourtant, il n'y a pas un concert, pas un événement culturel, pas un espace de militantisme qui n'ait pas son moment Gaza. On n'a jamais vu ça pour aucune autre cause, jamais. Mais ce n'est pas Gaza qui focalise l'attention, non, c'est Israël. Il suffit de constater le nombre délirant de résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU contre Israël au regard du nombre de résolutions contre d'autres pays pour le comprendre. Et il n'est pas tout à fait impossible qu'à cause de ça, on finisse encore par reprocher aux Juifs de mobiliser toute l'attention. Alors voilà, je ne sais pas à quel moment nous allons nous réveiller, à quel moment nous allons sortir de ce cauchemar dans lequel ce que j'espère n'être qu'une minorité bruyante diffuse son idéologie et sa haine en toute décontraction. Mais ce que je sais, c'est que dans ce marasme ambiant, il y a des organisations et des personnes qui se battent pour apporter un peu de contradiction. Il y a des organisations comme UN Watch, mais également des grandes voix comme celle de Douglas Murray. Et nous avons tous la chance de les avoir. En attendant que tous ceux qui partagent ces constats aient enfin le courage de sortir de leur silence. Merci à vous.